Merci. Alors, merci beaucoup. C'est à mon tour de vous remercier de m'avoir invité pour vous parler de la prise en charge respiratoire et suivi des patients atteints de maladies neuromusculaires. Alors, je ne déclare aucun conflit d'intérêt, notamment avec les sociétés de prestation de services pour l'oxygénation et la ventilation. Donc, c'est des pathologies, c'est un groupe de pathologies qui est assez hétérogène. C'est des affections qui peuvent être, comme vous le savez, soit congénitales ou acquises, mais qui ont un point en commun. Ils sont en fait caractérisés par le fait qu'il y ait un déficit au niveau de la force musculaire. Alors la symptomatologie clinique, elle est très variable, ça varie en fonction de l'âge de début de la pathologie, de l'évolutivité de la maladie, mais surtout de la topographie des muscles qui vont être atteints. Alors, malheureusement, les complications et l'insuffisance respiratoire, elle va être justement la cause de mortalité dans la majorité des cas de chez patients. Cette insuffisance respiratoire ou ce trouble ventilatoire restrictif, il est lié initialement à la faiblesse des muscles respiratoires et puis secondairement aux troubles mécaniques et orthopédiques qui vont apparaître liés essentiellement à l'enraidissement de la colonne vertébrale, mais aussi aux différentes déformations à type de kyphoscoliose. Alors il y a une grande variabilité dans l'évolution de cette maladie et certaines affections telles que la maladie de Duchenne vont conduire de façon inévitable et toujours à une insuffisance respiratoire restrictive. Et puis dans la majorité des cas, il va y avoir une grande variabilité interindividuelle. Donc pour une même pathologie, il y a une grande variation dans l'évolutivité de cette maladie. Alors quand on sait que c'est la première cause de mortalité chez ces patients, donc on comprend bien l'intérêt d'un suivi régulier et d'une prise en charge adaptée en fonction de l'évolution de la maladie. Alors, on va essayer de comprendre un peu quels sont les mécanismes physiopathologiques qui vont aboutir à cette atteinte respiratoire, quels sont les moyens qui sont mis à notre disposition pour évaluer justement cette atteinte respiratoire, et puis quelle prise en charge on va proposer à nos patients pour compenser au mieux ce déficit ventilatoire en espérant améliorer la qualité de vie de nos patients. Je reviens un tout petit peu aux différents mécanismes éthiopathogéniques à l'origine de ces différentes atteintes neuromusculaires. Et là, c'est un schéma qui reproduit un peu l'unité motrice ou l'unité élémentaire de contraction d'un muscle. Et plus le nombre d'unités motrices qui vont se contracter simultanément est grand, et plus la force développée par les muscles va être importante. Alors, il va y avoir des atteintes au niveau, à différents niveaux de cette unité motrice. Et chaque pathologie va avoir un mécanisme éthiopathogénique particulier. Ça peut être une atteinte au niveau du motoneurone, comme c'est le cas des SLA ou des amyotrophies spinales. Ça peut être une atteinte au niveau du nerf périphérique, au niveau de la jonction neuromusculaire ou bien au niveau de la fibre musculaire en elle-même, comme c'est le cas du groupe des myopathies. Alors, tous ces mécanismes éthiopathogéniques vont être à l'origine d'une dégradation progressive au niveau de la force des muscles respiratoires. Cette dégradation des forces musculaires va être à l'origine d'une inefficacité de l'atout, avec comme conséquence, vous le savez, des micro-atélectasies, l'encombrement bronchique qui va faire le lit des infections respiratoires, mais aussi parallèlement on va avoir une rigidité au niveau de la colonne vertébrale, beaucoup de déformations thoraciques, voire thoraco-abdominales, et tout ceci va aboutir à une altération au niveau de la mécanique ventilatoire. C'est ce qui va être à l'origine d'une insuffisance respiratoire, soit d'évolution lentement progressive ou grave d'emblée dès le diagnostic de la maladie neuromusculaire. Alors la particularité de cette insuffisance respiratoire chez le neuromusculaire, c'est qu'elle est polysymptomatique. Elle a une évolution qui est lente, à bas bruit. Au début, elle va s'accompagner d'une normocapnie et puis on va voir apparaître une hypercapnie au fur et à mesure que la maladie
va progresser. Alors, en tant que clinicien, on va classiquement être face à deux situations, soit que le patient, sur le plan clinique, soit que le patient va consulter dans un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë dans le cadre d'une maladie neuromusculaire d'apparition et d'évolution aiguë. Là, classiquement, c'est un tableau qui est grave, mais il est relativement rassurant dans le sens où le plus souvent, cette insuffisance respiratoire, elle est réversible. Il faut juste déterminer le moment opportun pour mettre en place justement une ventilation, le plus souvent invasive pour limiter l'apparition de complications. Et puis, deuxième cas de figure qui est à mon sens le plus fréquent, c'est des patients qui arrivent avec une insuffisance respiratoire dans le cadre d'une maladie neuromusculaire d'évolution lentement progressive, comme chez le cas chez nous des myopathies tunisiennes ou voire les maladies de Duchenne. Et là, au contraire, il faut éviter au maximum le recours à la ventilation invasive, encore plus à la trachéotomie. Alors, classiquement, dans les recommandations, et je pense que c'est ce qui se fait dans tous les centres, on conseille de faire un bilan annuel pour les adultes. Ce bilan doit être fait 2 fois par an chez les enfants. Alors, il est important d'évaluer la fonction respiratoire, la fonction ventilatoire de façon systématique dès le diagnostic de la maladie neuromusculaire. Ça va servir de référence pour suivre l'évolution de ces patients. Alors, le but du suivi respiratoire, il est triple, si j'ose dire. Donc, on a besoin d'évaluer un peu la sévérité de l'atteinte musculaire qui va conditionner le pronostic fonctionnel de ces patients, d'évaluer l'évolutivité de la maladie, mais aussi, là, depuis l'introduction de la ventilation non invasive, on a besoin d'évaluer l'impact de cette ventilation non invasive ou bien le traitement lié à la myopathie, sur le pronostic, mais aussi sur la qualité de vie de ces patients. Alors, cette évaluation va se faire comme toute autre pathologie, d'abord sur le plan clinique, fonctionnel respiratoire, mais aussi par l'examen physique. Il y a un élément très important dans le suivi de ces patients. On donne beaucoup d'importance au réflexe de l'atout qui nous donne une idée indirecte donc sur le risque de complications, notamment infectieuses, qui risquent d'aggraver le profil évolutif de ces patients. Bien entendu, il va falloir les évaluer sur le plan fonctionnel respiratoire, en évaluant leur capacité vitale, mais aussi l'importance ou le degré de retentissement sur l'hématose par une gazométrie. Alors, c'est des patients qui vont être très algiques, c'est des patients qui vont être sédentaires, c'est des patients qui sont exposés au risque de surpoids. Donc, il est important aussi d'évaluer la qualité de sommeil, donc rechercher un syndrome d'apnée de sommeil associé. Mais on profitera aussi, soit par une polysomnographie ou une polygraphie, de voir un peu si ces patients présentent des désaturations nocturnes qui soient apnéiques ou non apnéiques. Alors, l'évaluation sur le plan clinique, bon, c'est classique, c'est comme toutes les autres pathologies respiratoires chroniques, on peut être face à un patient qui est à l'état stable, donc on va essayer de chercher s'il y a des anomalies morphologiques qui risquent d'aggraver son pronostic fonctionnel respiratoire. Là, c'est la situation idéale, mais malheureusement, le plus souvent, c'est des patients qui vont consulter lors d'épisodes aigus, notamment des épisodes en rapport avec des infections respiratoires, que ce soit bronchiques ou parenchymateuses pulmonaires. Il n'est pas exceptionnel de voir ces patients dans des situations d'urgence qui sont là en détresse vitale avec des signes d'insuffisance respiratoire aiguë mal tolérés. Alors le plus souvent, c'est des symptômes qui sont sous-estimés et par le patient mais aussi par l'entourage. C'est un épuisement respiratoire qui va se faire à bas bruit. On va voir s'installer une insuffisance respiratoire insidieuse qui a la particularité d'être polysymptomatique. Et puis, c'est des patients qui sont à mobilité réduite, c'est des patients qui sont le plus souvent confinés au lit, donc ils vont pas
vraiment percevoir la dyspnée. Donc on cherchera des signes d'appel, notamment en rapport avec une hypoventilation alvéolaire, des signes indirects d'hypercapnie à type de céphalée, de sueur, d'anxiété et de tachycardie. Et puis il y a un élément important à rechercher lors des consultations, que ce soit à distance ou quand on voit le patient, c'est l'hypophonie. L'hypophonie, c'est un symptôme qui est précoce à distinguer de la dysphonie. Là, on parle d'une perte au niveau du volume sonore de la voix. Donc, classiquement, ces signes respiratoires sont essentiellement représentés par la dyspnée. Bien entendu, du fait de la faiblesse des muscles respiratoires, on ne peut pas s'attendre à trouver des signes de lutte, quel que soit le degré de la détresse. Et puis, il y a un élément important, donc j'insiste sur la difficulté de la toux, à l'encombrement bronchique, au risque infectieux, notamment bronchique à répétition. Il est important d'interroger les patients, voire l'entourage, sur la qualité du sommeil de nos malades. Alors l'examen physique va surtout évaluer la cinétique respiratoire en essayant d'avoir une idée sur l'amplitude et la rapidité des mouvements respiratoires à l'inspiration et à l'expiration. On essayera de mesurer le périmètre du thorax et de l'abdomen aussi à la phase inspiratoire et expiratoire, et puis ne pas négliger l'examen abdominal. On recherchera une distension abdominale en rapport avec des troubles digestifs qui risquent d'aggraver la cinétique diaphragmatique chez nos malades. Alors je reviens à la toux. La toux, comme vous le savez, ça comprend plusieurs étapes, essentiellement 3 étapes. Il y a une inspiration ample, donc on va faire appel aux muscles inspiratoires, principalement le diaphragme, et puis il va y avoir une contraction au niveau des muscles expiratoires abdominaux, une fermeture de la glotte, une hyperpression intrathoracique, puis une ouverture explosive de la glotte qui va permettre l'expiration et l'expulsion des sécrétions vers la trachée. Donc finalement, c'est un phénomène physiologique qui va faire intervenir et les muscles inspiratoires et les muscles expiratoires. Donc vous imaginez qu'il est très important d'évaluer ce réflexe chez les patients ayant une pathologie neuromusculaire. Alors l'expiration doit fournir un flux d'air suffisant en volume et en force pour pouvoir forcément mobiliser les sécrétions et les évacuer de la trachée. Et vous imaginez très bien que ce flux va dépendre finalement du volume d'air qui va être inspiré et donc indirectement de la force des muscles inspiratoires. Et de ce principe est née l'évaluation du débit expiratoire de pointe à la toux qui, quand il est supérieur à 270, on est rassuré, mais le problème, quand il devient inférieur à cette valeur, il y a forcément un risque d'encombrement et risque de voir survenir des infections à répétition. Donc là, on voit très bien que chez le graphique, là le deuxième, je ne vois pas comment ça marche ça. Bon, il y a une diminution au niveau du débit expiratoire de pointe chez les patients neuromusculaires. Alors, il y a des outils d'aide à la toux qu'il va falloir introduire précocement dès le diagnostic de la maladie. Ça peut aider à accélérer ou améliorer le drainage de ces expectorations et bien entendu éviter les surinfections. Parmi ces outils, il y a le CAF-assist qui va délivrer une pression d'insufflation immédiatement suivie d'une exsufflation. Donc ça reprend un tout petit peu les mécanismes physiopathologiques de la toux et c'est ce qui va favoriser l'aspiration des sécrétions. Alors ce débit expiratoire de pointe de la toux a le potentiel d'être extrêmement utile pour explorer la relation entre toux inefficace et le risque infectieux. Alors, c'est bien d'explorer le réflexe de la toux qui va nous donner une idée aussi sur la qualité des muscles. On va voir après qu'il y a d'autres moyens qui vont permettre d'évaluer l'efficacité de ces muscles, que ce soit inspiratoire ou expiratoire, mais bien entendu pour toute pathologie respiratoire chronique, il va falloir évaluer le degré de retentissement sur l'hématose, rechercher des signes en rapport avec une hypoventilation alvéolaire.
en faisant des gazométries artérielles à la recherche, bien entendu, d'une hypoxémie et une hypercapnie. Alors l'exploration fonctionnelle respiratoire va inclure obligatoirement une spirométrie qui est indispensable lors du bilan. Idéalement, elle doit être faite au moment du diagnostic pour avoir des références pour pouvoir suivre l'évolution de la maladie. Elle va permettre de mesurer le volume et les débits pulmonaires, et le but de cette spirométrie, c'est de détecter bien entendu un trouble ventilatoire restrictif qui va être caractérisé par une diminution de la capacité pulmonaire totale accompagnée d'une réduction de la capacité vitale. Alors la particularité des neuromusculaires, c'est que il est important de rechercher, de mesurer ces capacités et ces volumes à la limite mobilisables en position assise et en position couchée pour voir s'il y a une variation positionnelle. Alors la capacité vitale couchée, il a été prouvé que c'est un bon critère de diagnostic pour dépister une atteinte diaphragmatique. Alors la capacité vitale a en pratique plus d'intérêt pour le suivi de ces affections car elle est corrélée à la survie dans de nombreuses pathologies neuromusculaires, et ça a été prouvé depuis déjà plusieurs années. Alors, vous le savez très bien, donc là je ne vous ajoute rien si je vous dis que la capacité vitale va correspondre au volume d'air qui va être mobilisé volontairement entre une inspiration et une expiration forcée. Elle dépend de l'âge, du sexe et de la taille. Alors les valeurs normales de la capacité vitale sont supérieures à 80% de la capacité pulmonaire totale, et on parle d'un trouble ventilatoire restrictif quand on va avoir une baisse des volumes pulmonaires avec un VMS sur capacité vitale à la limite de la normale, parce qu'il y a une baisse harmonieuse des différents volumes pulmonaires. Alors, en dehors de la capacité vitale, du degré de retentissement de l'hématose, il est important d'évaluer la fonction des muscles respiratoires, que ce soit inspiratoire et expiratoire. Et là, depuis quelques années, on dispose de moyens très simples, c'est des gadgets. Malheureusement, on n'en dispose pas, nous, dans le service. Alors, la mesure des pressions statiques maximales à la bouche, donc la pression inspiratoire maximale et expiratoire, et la pression nasale de reniflement sont essentielles pour connaître l'action synergique et des muscles inspiratoires et expiratoires, donc finalement les muscles respiratoires de la cage thoracique, mais aussi abdominaux. La mesure de la pression inspiratoire maximale et de la pression expiratoire vont indiquer la force globale des muscles. Quand on parle d'inspiration, c'est essentiellement le diaphragme. Quand on parle d'expiration, c'est essentiellement les muscles abdominaux. Et puis, il y a le sniff test, qui est une technique non invasive. Elle est plus intéressante parce qu'elle est plus simple à réaliser. Elle a ses limites, notamment, il faut une grande motivation du patient, mais ces valeurs risquent d'être biaisées chez les patients qui ont une obstruction nasale. C'est un moyen qui est assez reproductible et qui permet d'évaluer essentiellement la force des muscles inspiratoires. Alors, il a été bien démontré qu'il existe une corrélation entre la pression inspiratoire maximale et la capacité vitale, entre capacité vitale, volume expiratoire maximum seconde et hypoventilation alvéolaire. Donc finalement, c'est des moyens indirects qui vont nous permettre d'évaluer l'importance du retentissement fonctionnel respiratoire. Donc là, j'ai dit que c'est des gadgets, c'est des outils qui sont très simples, qui permettent donc la mesure. Tu me stresses, Zouhair, tu me parles de 3 minutes. Je vais essayer de faire vite. Donc, qui nous donne une idée sur l'importance du déficit ventilatoire. Et comme là, ça a été démontré, donc chez les patients ayant une maladie de Duchenne, il y a une grande corrélation entre capacité vitale et la pression inspiratoire maximale. Il y a eu cette étude récente qui vient d'être publiée sur l'importance de l'évaluation du sniff nasal test. Et ça a été démontré que c'est largement corrélé au sniff inspiratoire diaphragmatique, c'est-à-dire la vitesse de déplacement du diaphragme évaluée par une échographie Doppler.
Alors j'ai dit qu'il est important aussi d'évaluer la qualité du sommeil de ces patients. Il y a un surrisque d'insomnie qui va être lié à l'anxiété, à la dépression, aux douleurs secondaires, aux troubles et aux malformations orthopédiques. Et puis, il y a aussi l'association à un éventuel syndrome d'apnée de sommeil qui va être exploré par une polygraphie. Alors, le problème, c'est que cette polygraphie, on peut avoir des problèmes dans l'interprétation, dans le sens où c'est un sommeil qui est fragmenté. Il se réveille souvent pour justement changer de position. Du coup, l'interprétation risque d'être biaisée et l'index d'apnée-hypopnée risque d'être sous-estimé. Mais déjà avec cette polygraphie, on peut avoir une mesure de l'oxymétrie nocturne qui est un bon indicateur d'une éventuelle hypoventilation alvéolaire chez ces patients. Malheureusement, nous aussi, je ne sais pas comment ça se passe ici au Maroc, on ne dispose pas, on n'a pas la possibilité de les surveiller par une capnographie, que ce soit nocturne ou diurne. Alors, après ce bilan, on a besoin donc de faire une évaluation. Cette évaluation doit être globale parce que la prise en charge, elle ne doit pas être uniquement respiratoire. On va voir que cette atteinte respiratoire risque d'être aggravée par les troubles de la déglutition, par les déformations orthopédiques. Donc c'est une prise en charge qui doit être plutôt globale, idéalement dans le cadre d'une consultation multidisciplinaire faisant intervenir le cardiologue, l'orthopédiste, le physicien, mais aussi éventuellement le réanimateur qui va assurer la ventilation et le médecin pneumologue. Alors cette prise en charge vise à améliorer la qualité de vie, améliorer la survie. On essayera d'instaurer rapidement une rééducation pour éviter les complications liées à l'immobilité et améliorer les incapacités de ces patients, sans oublier le volet psychique. Donc il faut les soutenir, les accompagner et essayer de les impliquer dans la prise en charge thérapeutique, notamment si on pense à une ventilation derrière. Alors le traitement, c'est essentiellement finalement un traitement symptomatique. Donc on va essayer de pallier à ce déficit de ces muscles inspiratoires en justement en indiquant une ventilation mécanique, le plus souvent et idéalement une ventilation non invasive. Et puis il faut pas négliger les mesures de désencombrement bronchique, que ce soit par ces techniques de cathasis, la kinésithérapie, si par exemple si on peut se permettre justement de les intégrer dans le cadre d'un programme qui va permettre une mobilisation thoracique, et il y a eu un papier donc qui est sorti là en 2022 qui a montré l'importance de ces techniques de mobilisation et leur impact sur la modification ou l'amélioration des paramètres ventilatoires, même à l'âge adulte. Alors, il va falloir aussi prendre en charge les facteurs à l'origine, qui peuvent être à l'origine de décompensation respiratoire, et les causes les plus fréquentes restent les pathologies infectieuses, et puis sans oublier les autres facteurs liés aux troubles digestifs. Alors, la vaccination, c'est très important. Donc, on a assisté à une discussion à un certain moment. On ne savait pas s'il fallait indiquer ou non une vaccination anti-Covid chez ces patients qui sont généralement immunodéprimés, qui sont sous traitement immunosuppresseur, éventuellement une corticothérapie. Et là, les recommandations sont claires. Il ne faut pas hésiter à les vacciner pour éviter le risque de voir apparaître une détresse respiratoire en rapport avec une infection à SARS-CoV-2. Alors la ventilation non invasive, là les critères sont clairement établis.
ça n'a pas bougé depuis un certain temps. Il faut avoir des symptômes qui sont associés à une hypercapnie supérieure à 45 mm de mercure ou bien une capacité vitale inférieure à 50%. Si on a la chance de mesurer la pression inspiratoire, donc on peut l'intégrer dans la décision de mettre le patient ou non en ventilation non invasive à domicile. Bien sûr, il faut aussi s'assurer que le patient va adhérer au traitement et les conditions sont propices à une ventilation à domicile. Alors, il y a eu aussi ce papier qui a été publié en 2020 qui a souligné l'amélioration de l'espérance de vie, quelle que soit la méthode de ventilation, qu'on soit en invasif ou en non invasif. Bien sûr, pour augmenter les chances d'adhésion et de réponse à cette ventilation, il est important de choisir l'interface la plus adaptée au morphotype du patient, donc pour limiter un peu les freins liés à la ventilation et pour que le patient adhère justement à cette ventilation. Alors le principe de la ventilation, c'est une pompe externe qui va remplacer la pompe interne qui est le diaphragme. Alors, c'est une ventilation non invasive qui a révolutionné la prise en charge de ces patients. Elle a été indiquée initialement déjà depuis 1983 aux patients neuromusculaires avant que cette indication soit élargie aux patients obstructifs, notamment les bronchopathes chroniques. Et les indications, donc on vient de les citer, c'est surtout une hypercapnie associée ou non à une hypoxémie. Là, je vous ai mis les recommandations tunisiennes. On a aussi associé à notre critère, à savoir une désaturation nocturne prolongée de plus de 20%. Pendant au moins 5 minutes consécutives. Alors, je passe rapidement sur le cas particulier de la SLA, juste pour vous dire que finalement, quelle que soit la pathologie neuromusculaire, la ventilation non invasive doit être considérée comme la meilleure option thérapeutique, même lorsque la ventilation est nécessaire 24 heures par jour. Et là, on voit de moins en moins de patients trachéotomisés. Alors nous, ce qu'on avait établi, une ordonnance médicale type pour suivre ces patients qui risquent d'être vus par des collègues. Donc il est important de noter les différentes pressions qu'on avait indiquées. Alors j'insiste sur l'importance d'hospitaliser les patients quand on va indiquer une ventilation non invasive. Ça va permettre une titration parce que finalement il n'y a pas de critères, il n'y a pas un mode ventilatoire qui peut s'appliquer à tous les patients. Donc chaque malade, donc il faut essayer de faire une titration pour voir quelles sont les valeurs qui vont permettre une amélioration en termes de volume courant, en termes de tolérance. Voilà. En conclusion, je peux dire que l'insuffisance respiratoire, malheureusement, est souvent, elle est fréquente. Ça évolue à bas bruit. Elle est le plus souvent insidieuse. Donc, il faut vraiment rechercher les signes à minima, les signes éventuellement en rapport avec une hypercapnie. Les paramètres fonctionnels respiratoires vont justement aider à chercher de façon plus objective ce déficit ventilatoire, sans oublier bien entendu l'étude de la fonction des muscles respiratoires. Et puis la prise en charge, elle doit être globale, multidisciplinaire, basée essentiellement sur la prévention. Mais une fois la maladie est là, une fois l'insuffisance respiratoire est là, ça va être un traitement symptomatique qui va essayer de retarder au maximum l'handicap, que ce soit physique ou respiratoire. Je vous remercie. Est-ce que vous allez jusqu'à la trachéotomie ou restez non invasif? Alors la trachéotomie, elle est indiquée de moins en moins. Je me rappelle du premier malade que j'ai pris en charge pour SLA. C'est un patient décédé après pratiquement 2 années. Je l'ai vu la première fois en consultation, accompagné de
4 membres de sa famille qui ont trouvé un système D. Ils ont mis un coussin au niveau de l'abdomen et ils se relayaient. Ils essayaient de reproduire un peu le mouvement en essayant de mettre des pressions au niveau de l'abdomen. Et quand je l'ai mis sous ventilation non invasive, c'était un ouf de soulagement pour lui, mais aussi pour la famille. Honnêtement, en évite, j'en vois pas du tout de patients actuellement trachéotomisés. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Depuis justement l'introduction et la sensibilisation, nous ce qu'on fait avec l'association des myopathes, je suis membre de l'association depuis 2007, on fait des caravanes, on fait des campagnes de sensibilisation et pour les familles de patients, mais aussi pour les médecins de première ligne qui ont à prendre en charge ces patients, en l'incitant justement à instaurer de façon la plus précoce possible la ventilation non invasive, justement pour éviter d'en arriver jusque-là. Ce qui est recommandé actuellement, c'est qu'on évite la trachéotomie, même chez les patients, qu'on devrait ventiler 24 sur 24. Après, bien sûr, avec la ventilation 24 sur 24, il faut trouver des solutions par rapport à l'alimentation. Il faut assurer une gastrostomie d'alimentation ou une jejunostomie d'alimentation derrière. Dr Strunot, tu as une question? Merci beaucoup pour votre excellente présentation. J'ai une petite réflexion. Pour les normes musculaires, c'est des patients, comme vous avez très bien expliqué, c'est des patients qui sont à mobilité réduite. Alors, il nous est très difficile d'évaluer leur dyspnée. Pour le bilan fonctionnel respiratoire, quand vous avez de la clinique à l'exploration fonctionnelle respiratoire et même l'enregistrement du sommeil, mais je pense qu'on doit insister surtout sur la spirométrie, position couchée assise. C'est en voyant la chute de la capacité pulmonaire, capacité vitale plus de 10 à 12%, ça serait un argument en faveur d'indiquer une ventilation non invasive. Une autre remarque, c'est des patients qui n'ont pas besoin de forte pression. Une fois les mettre sous ventilation non invasive, ça leur change la vie, mais je pense qu'on ne doit pas oublier le volet kinésithérapie respiratoire dans le sens de désencombrement bronchique et même pour renforcer leur diaphragme. Exactement. Le jeu de pression va améliorer la cinétique diaphragmatique et puis c'est des patients qui doivent être pris en charge convenablement du point de vue encombrement bronchique parce que la ventilation risque de les aggraver s'ils sont encombrés, donc on va délocaliser le problème. Voilà. Merci. Alors j'ai une réflexion par rapport Je suis là. Donc, je te remercie pour l'intérêt que tu portes à cette pathologie, à ces malades. On vit le problème pareil ici au Maroc. Maintenant, j'ai quand même des questions concernant l'intervalle de surveillance que vous utilisez. Pour ma part, par exemple pour les SLA, on les voit beaucoup plus fréquemment, donc le rythme de contrôle est tous les 3 mois, parce que vous savez très bien, il y a des SLA qui sont rapidement évolutifs, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc la rythmicité de surveillance, c'est en fonction de la maladie. Les Duchenne et les SLA, c'est pas comme les sarcogamatopathies qui de toute façon peut-être n'auront jamais besoin de ventilation non invasive. Ça c'était ma première. Donc est-ce que vous les suivez tous pareil ou est-ce que vous avez quand même fait la part des choses en fonction de la pathologie? Deuxième élément, quelle est la place de l'échographie? Parce qu'aujourd'hui, l'écho avec l'exploration du diaphragme par écho est très intéressante et on peut même réaliser des sniff tests par écho. Donc on fait un sniff test pour voir s'il y a un inversement de l'oscillation diaphragmatique, la course diaphragmatique. Je pense que c'est un moyen qui est peu invasif et qui peut être très très intéressant pour avec les autres examens. Comme l'a dit Firdaus, capacité vitale couchée assis, ça peut être intéressant. Et dernier élément, pour avoir commencé à utiliser la table transcutanée depuis un peu plus d'une année, et ben ça change les indications, franchement. C'est-à-dire que une oxymétrie nocturne normale, où le patient ne désature pas, et ben sur un enregistrement nocturne, et ben la tapis elle monte gentiment. Et donc je pense que vraiment il faudra prendre les résultats de l'oxymétrie nocturne avec des pincettes, parce que comme vous l'avez très très bien dit, c'est des malades qui vont désaturer très tardivement.
Et ma dernière réflexion, que pensez-vous des indications de la PMI? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait les indiquer beaucoup plus tôt que ce qui est mentionné dans les recommandations? Parce que quand ils arrivent à un stade où ils sont hypercapniques en diurne supérieur à 45 voire 50, c'est-à-dire qu'ils sont déjà très très évolués. Je pense qu'il y a un papier qui est sorti où les SLA, on lui baisse à 42 mm de mercure et qu'on devrait peut-être faire la même chose pour les Duchenne. Merci. Du coup, j'ai fait beaucoup de questions. Et je ne sais plus par quoi commencer. On est d'accord pratiquement sur tout. Je vais insister sur l'importance de la surveillance de la capnie. Alors, comme on ne dispose pas, comme vous l'avez bien dit, donc l'hypoxémie elle est tardive, donc comme on ne dispose pas de capnographe, nous ce qu'on fait, c'est une gazométrie à l'éveil. Donc, et là, assez souvent, les malades vont... de toute façon, on ne va pas aller les piquer quand ils dorment. Donc là, dès qu'ils se réveillent, c'est une mesure pratiquement indirecte de ce qui se passe la nuit. Alors, je reviens un tout petit peu par rapport au rythme de surveillance. Nous, ce qui est bien, on a l'association des myopathes, et la présidente de l'association, elle aussi, elle est myopathe. C'est une famille de myopathes. Donc, elle a tout fait, enfin, elle essaye d'inscrire les malades, une fois diagnostiqués par les neurologues, au listing des patients membres de l'association. Donc du coup, s'il y a des soucis, ils appellent. Mais sinon, le rythme, parce que vous savez, c'est des patients qui sont difficiles à déplacer. Assez souvent, nous, ce qu'on faisait avant la crise Covid, on se déplaçait, pneumologue, cardiologue, donc on fait un peu le tour, on connaît un peu les foyers. C'est des familles de myopathes qu'on a fini par connaître finalement. Finalement, s'il y a un problème aigu, il passe directement par l'association et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est à l'association de les dispatcher, soit en consultation de cardio ou en consultation de pneumo, voire autre consultation spécialisée en fonction des besoins. Alors l'autre question par rapport à la ventilation non invasive, je suis tout à fait d'accord. Donc il vaut mieux la commencer le plus tôt possible. Ça aide aussi à améliorer la cinétique diaphragmatique, la compliance pulmonaire, en maintenant une certaine rythmicité dans la mobilité de la cage thoracique, peut-être en mobilisant, en stimulant les muscles. Après, ça dépend du type d'atteinte neuromusculaire. Il y a des malades qui répondent et des malades qui sont très peu répondeurs. Malheureusement, les malades qu'on voit tardivement avec une rigidité très importante de la colonne vertébrale, là, c'est les malades, c'est vraiment les mauvais répondeurs. Il y a une grande résistance, on augmente dans les pressions, mais là, il y a le risque aussi de barotraumatisme. Vraiment, c'est les malades les plus difficiles à gérer. Dans les stades de début de la maladie, des neuromusculaires qui restent relativement souples, une petite pression ou un petit volume peut faire un miracle. Comment? Alors l'échographie, là c'est un papier qui vient de sortir, il y a une grande corrélation entre le sniff nasal test et le mouvement diaphragmatique. Si on a à notre disposition un échographe, oui, pourquoi pas. La dernière question. Je voulais vous poser la question par rapport à votre pratique courante et quotidienne. Est-ce que vous discutez avec le malade de l'éventualité de la trachéotomie, même s'il n'est pas dans un stade où il est parfaitement contrôlé sous veine? Est-ce que au cours de votre suivi, vous l'envisagez avec le malade? Parce que dans ma pratique, il m'est arrivé de poser la question au malade et le malade refuse catégoriquement la trachéotomie. Il préfère partir que se faire trachéotomiser. Alors, moi je pense qu'il vaut mieux en parler. Et avoir le consentement du malade. Parce que moi, ce que je crains le plus, c'est pas l'indication de la trachéotomie à froid, mais c'est des malades qui peuvent arriver dans un tableau de détresse vitale, ils sont vus par les médecins urgentistes et c'est tout de suite la trachéotomie. Donc je préfère, et il vaut mieux en parler. Parce que la Société française justement de la SLA parle d'un consentement entre le malade et sa famille présente, parce qu'il y en a plein qui n'arrivent plus à écrire à la fin, vu la plainte côté etc. Donc ils ne disposent pas de leur mobilité pour ni signer ni parler, puisque la plainte est vulgaire. Et donc c'est quelque chose dont il faut parler à la chose. Et que le malade doit être... Je suis tout à fait d'accord. Il faut impliquer le patient dans
dans la décision thérapeutique, il faut lui en parler précocement pour justement, parce qu'à tout moment il peut être exposé, même un malade bien ventilé, il peut au décours d'une pneumonie aiguë consulter pour une détresse vitale, et là le médecin urgentiste, en dehors de la ventilation invasive, et puis si c'est une ventilation invasive qui va aller au-delà de 3 semaines, le réanimateur sera obligé de le trachéotomiser. Donc moi je pense qu'il faut l'impliquer dans la décision thérapeutique, il faut en parler. Après, bon, c'est vrai que c'est pas évident, hein, quitte à ce qu'on implique un psychologue ou un membre de la famille. Mais il faut en parler.